ben, très bien. On va continuer la suite de notre visite. Nous avons grosso modo terminé la partie spirituelle du palais royal, comme le temple du Bouddha d'Émeraude. Et maintenant, on va s'avancer un petit peu plus vers la zone officielle du palais. Voilà. On appelle ça la zone centrale qui sert des différentes cérémonies officielles en dehors de la religion. J'ai les affaires royales ici. Nous allons commencer par le premier palais à l'intérieur. Voilà, c'est celui-ci. Le palais Balompiman. Voilà. On dirait que ce palais a été initialement bâti pour but d'héberger les princes héritiers à l'époque du roi Rama V. Ce palais a été construit pour le roi Rama VI, qui était à l'époque le prince héritier du roi Rama V. Ce qui est très remarquant ici par rapport aux autres bâtiments ou l'architecture traditionnelle, on voit bien que ce bâtiment est complètement stylisé au style européen. Voilà, si on revient ici. Le style, c'est le Renaissance française. Voilà. Ça rapportait bien l'histoire du royaume de Siam à l'époque ou à la période de l'occidentalisation, qui a été marquée à la fin du 19e et le début du 20e siècle, entre le règne du roi Rama IV et celui du roi Rama V. Et après ça, successivement, le royaume de Siam a subi beaucoup de mouvements d'occidentalisation. Et puis, le pays a été énormément modernisé, jusqu'à ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. C'est ça, globalement. Actuellement, ce palais, en dehors de la situation, parce qu'on c'était encore visitable, on pourrait voir quand il y a des cérémonies, la réception, des invités internationaux, surtout on dirait entre guillemets les invités honorés de l'étranger sont reçus dans cette salle, voilà, salle ou dans cette résidence royale. Bon. Voilà, ensuite, pas très loin, on va plus rapidement vers l'architecture juste à côté, qui est assez le contraire de l'autre qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, celui-ci. C'est le groupe du bâtiment, ce qu'on appelle ça, le groupe du palais Mahamontian. Voilà. Le groupe des bâtiments Mahamontian est traditionnellement stylisé à la siamoise. C'est le lieu officiel de l'audience et des cérémonies importantes comme le couronnement, le serment, voilà, des fonctionnaires ou des nobles qui servent les affaires royales. Voilà. Ce bâtiment, il a été bâti depuis la première époque de la fondation de Bangkok actuelle. Ça veut dire que depuis le XVIIIe siècle. Après celui-ci, vers le plan central, on trouve la partie la plus officielle également, qui est assez dotée par son style assez singulier. On appelle ça le style du mariage entre l'architecture européenne et celle siamoise. Voilà. C'est la salle de trône Chakri Mahapasat. C'est la nouvelle salle d'audience qui a été ouvragée sur le règne de roi Rama V, qui servait à l'époque aussi nos nouvel appartement royal. Au départ, le roi Rama V, après son retour de Singapour, le voyage, le roi Rama V, il est considéré comme le premier roi siamois qui a eu l'occasion de partir du pays pour découvrir le monde. À l'époque, c'est le roi qui a apporté pas mal de
l'esprit de la modernité. Et donc, avec son initiative, il voulait bien faire construire la salle d'audience officielle au style européen. Mais bah, du coup, là, avec la recommandation de certains membres de la famille royale et fonctionnaires qui sont quand même conservateurs, qui veulent quand même maintenir quelques aspects ou des notions traditionnelles thaï, apportées ou héritées de l'époque d'Ayutthaya. Finalement, le roi il a décidé de faire construire le bâtiment à l'européenne, mais couronné par la toiture traditionnelle thaï, à l'instar du royaume d'Ayutthaya. Voilà. Et à part de celui-ci, ouais, un autre assez intéressant aussi à gauche, pas très loin du fleuve Chao Phraya, c'est Dusit Mahapasa. Voilà, c'est notre salle du trône qui servait en fait des différentes cérémonies. Bah, surtout, ce palais est très reconnu par le lieu de l'organisation des funérailles royales. Et il y a pas mal de... Durant la cérémonie, juste avant la crémation, qui a lieu à l'esplanade royale ou Sanam Luang en thaïlandais, la dépouille, la dépouille royale est conservée pendant centaines de jours pour la cérémonie et pour l'hommage voilà, fait par le public voilà, et le recueillement. Et ce bâtiment servait également sous le règne de Rama III comme le lieu du concile canonique assez important aussi du bouddhisme. Voilà. C'est le premier palais dans l'enceinte royale, voilà, qui suit nettement le style de l'ancien palais à Ayutthaya, à Sanpet Mahapasar. Voilà. Tout ce qui concerne, comme nous avons encore pas mal des lieux à découvrir après celui-ci, nous allons découvrir le prochain site qui est Wat Po, ou le temple du Bouddha couché. Alors, on tient ici à quitter le palais royal. Ouais, voilà. C'est bien. En sortant, s'il ne fait pas trop chaud, je crois qu'environ 1 kilomètre à pied, nous allons arriver au prochain temple qui est juste derrière le palais royal. Voilà, en longeant cette rue-ci au bord du fleuve Chao Phraya. C'est assez sympa aussi comme promenade. Et avec la chaleur, à la fois, il faudrait qu'on prenne un transport en commun comme un tuk-tuk, mais ça durait même pas 5 minutes pour atteindre le prochain site de notre parcours. Voilà, vous voyez bien, le mur du palais, il est assez long, voilà, allongé. Ce site, il est également, nous voilà, il est également majestueux. C'est le temple du Bouddha couché. Voilà. Je dirais bien le temple du Bouddha couché. En fait, ce temple, il n'est pas, comment dirais-je, il n'est pas officiellement appelé le temple du Bouddha couché, mais internationalement, communément, pour faciliter l'appellation chez les visiteurs internationaux, on appelle ça temple du Bouddha couché ou Wat Po, voilà. Et par rapport à une architecture voilà, majestueuse, une statue de Bouddha couché. Ouais. Sinon, le nom officiel, c'est Wat Prachetuphon, Vimankhalala. C'est un autre temple royal. On dirait que ce temple, il est devenu aussi important puisque sa situation se privilège bien, de faveur de la cour siamoise à l'époque, puisque ce site se situe juste derrière la résidence du roi. Donc, remontant vers l'histoire d'origine de ce temple, il a déjà existé. À l'époque, je dirais, il avait déjà existé depuis
longtemps, même avant la fondation de la nouvelle capitale de Bangkok. Et ce site a pas mal joué des rôles importants et a été maintenu ou favorisé par plus de contributions royales. Et voilà, c'est ça, ce qu'il y a à voir à l'intérieur. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi. Hop, ok, commençons par ce côté. L'entrée, ça pourrait se faire ici, soit de la rue Taiwan ou la rue Maharaj. Voilà. Allons-y, on rentre à l'intérieur. On commence bien par ce côté après avoir bien acheté des tickets d'entrée. Les visiteurs étrangers doivent payer voilà, l'entrée à ce temple, voilà, tandis que les citoyens, les Thaïlandais, ils sont exemptés voilà, de faire ça parce que là, les gens ils viennent ici pour faire le pèlerinage et à partir de pèlerinage, il y a pas mal de donations assez importantes chez les visiteurs locaux. Alors, c'est une autre façon aussi de la visite. C'est pas parce que les locaux ne payent pas, mais également ils paient l'entretien sous forme de donation. Et pour les visiteurs, c'est voilà, et ils imposent aussi le ticket d'entrée. Ok, la première chose qu'on trouve ici durant notre promenade, c'est une statue au style chinois. Ici, c'est un guerrier chinois, voilà. Toutes ces statues de pierre, initialement, on en trouvait beaucoup chez les commerçants chinois. Bah, tous ces grands morceaux de statues ont été servis pour but d'équilibrer ou de balancer le bateau. Voilà, de tanker les bateaux pour que le bateau ne bouge pas trop durant le déplacement en provenance de la Chine. Voilà. L'idée, c'est pour donner le poids. Voilà. Et puis, au lieu de mettre seulement un grand morceau de pierre sans rien faire, les Chinois, ils sont pas, comment dirais-je, ils sont pas casse-pierre. Hein. Ils sont pas casse-pieds. On dirait, ils les ont quand même élaborés en forme de plusieurs choses assez raffinées. Voilà. Donc finalement, toutes ces statues de l'époque qui servaient, voilà, j'ai trouvé le mot, ce sont des lestes chinois. Voilà, des lestes chinois. Ouais, parmi ces lestes-là, ils servaient des gardiens du site ou gardiens spirituels. Là. Ouais, voilà. Bon, voilà, c'est l'histoire d'origine de cette statue. Ensuite, on va avancer un peu plus vers ce côté. Ouais. Après, cette statue, on est juste à côté du sanctuaire de Bouddha couché. Voilà. Ce qu'on voit ici, c'est le rituel bouddhiste. Les gens, ils effectuent, voilà, ils effectuent pas mal de rituels. Ça fait partie de leur vie quotidienne. Avant, les gens, ils s'étaient plus pieux et il y avait à chaque fois, tous les jours, on peut dire, il y a les pieux ou les croyants bouddhistes qui se rendent sur le site pour rendre hommage au Bouddha. Ce qu'on trouve ici, c'est un hôtel de l'alignement des statues de Bouddha de la semaine. Vous allez trouver des statues de Bouddha. La plupart ici, la plupart des statues ici sont Bouddha. Voilà, on dirait tout ça, hein, mais en différentes postures ou positions. Il s'agit de la statue de Bouddha de la semaine. Dans la culture thaï, il y a une croyance sur les statues de Bouddha protectrices des jours de la naissance.
Alors, comme nous avons 7 jours la semaine, on en a, pas 7, quand même 8, parce que là, c'était marqué le mercredi. Il y a quelques spécificités sur le mercredi, voilà, sur une notion. Alors, on commence par la gauche, c'est la statue de Bouddha debout du dimanche, voilà, qui renonce le regard. Voilà. Après, la statue de Bouddha de lundi qui fait un geste comme ça, de main comme ça, c'est le Bouddha qui apaise le conflit des parentés. Et mardi, suivi par Bouddha couché qui correspond bien à la statue de ce temple. On va voir en taille majestueuse à l'intérieur une autre reproduction. Voilà. Après mercredi, ça correspond bien, mercredi matin, c'est la statue de Bouddha debout qui porte un bol à aumône. Et statue de Bouddha de mercredi. Mercredi est un peu spécial parce que c'est divisé en 2 périodes, le matin et le soir. Voilà. Le matin, c'est la réception des aumônes, avec un bol à aumône. Mais celui qui représente, celle qui représente le soir, c'est celle qui est assise en majestueuse. Pardon. Celle qui est assise en majesté, pardon. Elle est assise en majesté avec des jambes qui pendent, voilà. Au-dessus, c'est la représentation de la réception des offrandes dans la forêt Leila Yaka. Voilà. Ces offrandes faites par un singe et un éléphant. Ouais, voilà, on ne le voit pas ici. Et jeudi, c'est la statue de Bouddha de méditation, mais pas celle-ci. Voilà, celle-ci, il est protégé par le Rodenaga. C'est pas encore jeudi, ça doit être quelque part de côté à droite. Et oui, à gauche, pardon. Oui, ici à gauche. Voilà. Ok. Et vendredi, c'est la statue de Bouddha debout en réflexion qui font les gestes comme ça, voilà, les deux paumes croisées, voilà, au niveau de la poitrine, comme ça. C'est l'auto-réflexion, la réflexion, Bouddha en réflexion. Et puis finalement, on a la statue de Bouddha de samedi, c'est la statue de Bouddha en méditation comme le jeudi, mais celle-ci est protégée par le roi de serpent, Naga. Légendairement, on dirait que cette statue de Bouddha représente bien la scène de la vie de Bouddha après, après son illumination, voilà, ou après son éveil. Voilà, Bouddha, il a continué à méditer, voilà, sans sortir de cet état méditatif. Voilà, alors du coup, il y avait l'orage qui a pas mal touché Bouddha durant sa méditation, qui a essayé de l'empêcher ou de le distraire. Ouais. Alors du coup, avec comment dirais-je, c'est avec la ferveur, ouais, euh, de roi de serpent, il se présente juste derrière le Bouddha et il se déploie son capuchon en multiples têtes pour protéger la statue de Bouddha de la pluie. C'est ça, l'histoire légendaire. Et ça, c'est en ce qui concerne la croyance, la religion. Après ça, on va regarder tous ensemble le rituel. Il y a des éléments essentiels. Si vous voyez bien, il y a des fleurs, des bougies, des encens et des feuilles d'or. On ne voit pas d'ici dans les mains, mais en principe, ils ont également des feuilles d'or. Alors, quand on veut rendre hommage à la statue de Bouddha, souvent, on prévoit les 4 éléments essentiels qui se composent 3 bâtonnets d'encens, qui représentent les 3 joyaux bouddhistes, le Bouddha, ses enseignements et ses disciples, voilà, qui sont les moines bouddhistes. Après, les 3 bâtonnets d'encens,
On a une bougie, voilà, pour allumer des encens. Et puis, nous avons une ou des fleurs propices. Ça pourrait être des œillets d'Inde, d'orchidées, lotus. Souvent, c'est lotus parce que ça correspond bien à la scène de la vie du Bouddha. Voilà, lotus, c'est très, très courant, voilà, comme fleur d'offrande. Après les fleurs, ils sont les feuilles d'or. Voilà. Les feuilles d'or, c'est le signe de l'adoration. Voilà. Après avoir rendu hommage à la statue de Bouddha, les pieux ou des pratiquants collent souvent les feuilles d'or sur la statue de Bouddha. Alors, en signe de l'entretien de la religion. Et en même temps, ils font les vœux, un ou les vœux, comme ils veulent. Et il y a une superstition aussi sur le fait du collage des feuilles d'or sur la statue de Bouddha. S'ils veulent qu'ils possèdent, comment dirais-je, bonne intelligence, voilà, il va coller sur la tête de la statue. S'ils veulent avoir comment dire, l'opportunité ou la prospérité et de la chance au travail, ils peuvent coller sur les mains. Voilà, etc. S'ils veulent que la santé soit bonne, ils veulent coller sur le cœur de la statue de Bouddha, etc., etc., selon la superstition et la foi de chacun. Ouais. C'est ça, ok. On va passer cette partie parce que là, on dirait que il n'y a pas encore beaucoup de temps pour tout remplir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser durant notre promenade, notre visite. Alors, à l'intérieur du sanctuaire, juste à côté. Oh là là, ce sanctuaire, il est impressionnant, il est majestueux. Du coup, là, on trouve une statue de Bouddha énorme, de taille énorme à l'intérieur. Elle est considérée comme la troisième la plus grande de la Thaïlande. Les autres se trouvent en province, dans la province, dans la plaine centrale également, à Singpuri et à Hantong. Mais celle-ci, elle possède pas mal une grande caractéristique et le style assez bien raciné, voilà, par rapport aux autres. C'est une statue de Bouddha de dimension à 46 mètres de long, 15 mètres de haut vers la partie supérieure et puis vers les plantes des pieds. Largeur, c'est 5 mètres de large, voilà, et environ 3 mètres. Voilà. C'est une statue qui est en briques cimentées et plaquée de feuilles d'or. Voilà, on trouve à l'intérieur la statue et le sanctuaire ont été construits presque en même temps. Hein. Les travaux ont été entamés depuis l'époque du roi Rama III. Voilà. Sur les deux plantes des pieds de la statue de Bouddha, vous allez bien trouver que les orteils de la statue de Bouddha sont symétriques. Ils possèdent la même longueur. Et il y a des images ici, cela montre bien sans signe de bon augure. Voilà. Voyons plus proche, vous voyez bien quelques carrés de feuilles d'or qui collent. Voilà, parce que là, la statue, elle est plaquée de feuilles d'or, comme ça. Okay. C'est la statue de Bouddha qui correspond mardi. Mais légendairement, cette statue de Bouddha représente... Il y a pas mal de légendes sur l'interprétation, notion de la construction de celle-ci. Ça n'était pas vraiment indiqué, mais on dirait une fois, ça pourrait être la statue de Bouddha qui se repose ou la statue de Bouddha qui montre le miracle pour calmer l'orgueil ou calmer l'arrogance d'un démon qui pense, qui se prend supérieur, qui pense toujours qu'il est supérieur. Ouais. Pour calmer l'esprit orgueilleux. Ouais. Ou pour dompter, on dirait, avec ce mot-là. Ok, après la statue de Bouddha, couchée. Derrière la statue de Bouddha, il y a quelques activités assez intéressantes aussi. Alors, je ne sais pas si je l'ai trouvé.
Ça également, dans cet album. Bon, voilà, on en parlera si on en reçoit quelque part. Mais l'idée, c'est que si on arrive bien à expliquer les choses juste devant nous, ça serait bien, pas seulement pour nous, mais également pour les visiteurs. Parce que là, comme ils arrivent ou ils sont en provenance différente, voilà, que nous. Alors, c'est vrai qu'il faudrait qu'on explique à quelque chose qui se trouve juste devant eux. Ça va faciliter leur compréhension. Donc, du coup, après la statue de Bouddha couché, on va avancer un petit peu plus vers direction voie également ici. Dans la cour, en sortant du sanctuaire de Bouddha couché. Alors, il y a une autre chose, c'est-à-dire, comme la statue de Bouddha couché, elle possède la taille assez impressionnante, très, très majestueuse par rapport aux autres statues de Bouddha dans ce temple. Il y a centaines, presque 1000 statues de Bouddha qui sont conservées à l'intérieur du temple de Bouddha couché. Mais quand même, on dirait quand même la statue de Bouddha couché n'est pas la plus importante du temple, vu que son statut qui est abrité seulement dans un sanctuaire secondaire, mais particulièrement très très grand, voilà, logiquement par rapport à sa taille. Hein. Et c'est ça ce que je voulais racheter du coup là. En sortant du sanctuaire. Voilà, on voit bien ici les 4 monuments majestueux. Voilà. Ce qu'on appelle les Chedi ou les stupas, voilà, des 4 règnes du roi. Actuellement, nous sommes sous le règne du roi Ramadista, avec à la limite de l'endroit. On ne peut plus faire construire d'autres monuments à l'intérieur du Wat Po. Alors, les travaux des monuments, selon l'ancienne tradition, depuis la première période de l'époque actuelle de Bangkok, les 4 monuments ont été construits, initiés par le roi Rama Ier. C'est celui qui est vert, suivi par Rama II et Rama III, et puis finalement par le roi Rama IV, qui a mis fin à cette tradition de la construction de Chedi à l'intérieur du temple de Bouddha couché. Voilà. En principe, normalement, c'est le successeur qui fait construire. Ouais le Jedi pour commémorer le prédécesseur. Voilà. Ok, c'est ça. Ce temple sert également de l'endroit de la conservation des, des antiquités. Bah, surtout, ce qu'on trouve ici, ce sont des sculptures, les statues de Bouddha. Voilà, dans la galerie. Voilà, on dirait des galeries plutôt, parce que là, ici, c'est bien renfermé par plusieurs galeries. Ouais. C'est doublé. OK. On va entrer à l'intérieur avant d'aller vers la galerie. Euh, nous allons voir des pavillons, des inscriptions. Bon, à l'intérieur, à l'intérieur du Wapo. Alors, je fais un peu le zoom parce que là, ça n'affiche pas une belle image juste avant nous. Alors, bah, je vais essayer de trouver un autre. Hop. Hum, celui-ci, bah, parmi ces images, ça c'est déjà pas mal.
on voit même pas. Ok, pour vous montrer l'image. Ouais, ici, ok. Je vais juste vous montrer le pavillon. Un pavillon. Dans l'enceinte de ce temple, on peut trouver plus de pavillons dans lesquels on peut trouver des inscriptions importantes. Toutes ces inscriptions en dalles de pierre, voilà, ont été gravées des manuscrits anciens qui possèdent beaucoup de connaissances traditionnelles de l'époque sur la médecine, l'astrologie, voilà, les questions éthiques, morales, etc., philosophie, etc., etc. Et ce qui est très reconnu ici parmi ces dalles de pierre, ce sont les inscriptions sur l'anatomie, voilà, qui montrent l'ancienne méthode de la médecine traditionnelle. Les gens, ils se font soigner par la médecine, voilà, la médecine traditionnelle ou la médecine ancienne, de méthode ancienne. Voilà. Il s'agit de massages, voilà, et ce qu'on appelle médecine alternative également, voilà, avec, dans laquelle on se sert des produits qui sont à base d'herbes, qui sont à base des produits herbeux. Ouais, voilà. C'est bien structuré ici. Tous ces dames de pierre possédaient pas mal l'âge, parce disons que avant, dans la société thaï, les gens ils n'avaient pas beaucoup d'occasion d'aller. Il n'existait pas encore le système scolaire. Tout le monde ne pouvait pas encore aller à l'école. Une seule école qui existait à l'époque, c'était les temples. Et puis, c'était quand même privilégié ou réservé au groupe de la population particulière. Chez les nobles, chez les hommes, tandis que l'éducation des femmes à l'époque, c'était formé seulement dans le foyer. Voilà. Donc, les temples, finalement, c'est le lieu de formation. À partir de tous ces dalles de pierre qui possèdent pas mal de textes, de connaissances de l'époque, c'est considéré comme... ce temple, il est effectivement considéré comme la première université ou la première de la Thaïlande. Ouais. Et c'est pour ça, surtout, on concentre sur ce pavillon parce que là, il y a les images de l'anatomie et des ponts sensoriels du corps ou la réflexologie, tout ça. Le massage, ce qui fait soigner, voilà, des maladies chez les habitants. Donc, c'est comme l'université de la médecine. C'est pour ça que Wat Po est très connu pour sa formation de massage traditionnel. Il n'y a pas seulement le massage relaxant pour le bien-être, mais aussi le massage curatif, parmi lesquels les gens ils peuvent déjà choisir. Voilà, c'est ça. Tous ces dames de pierre ont été répertoriés en patrimoine de mémoire de l'UNESCO. Ça a été déclaré en 2011. Voyons ensemble ce site, il est également, comme vous le voyez, c'est très important. Hein, c'est le lieu qui conserve pas mal de choses importantes de l'époque. La connaissance, des vieux objets, voilà, des antiquités, voilà. Après celui-ci, en sortant des pavillons, vous allez trouver le cimetière royal. Quand on pense à l'image de cimetière chez nous, les bouddhistes, quand on est mort, on se fait incinérer. Mais il existe quand même le culte d'enterrement, mais chez les gens d'autres religions. Euh, ouais, c'est comme ça. Les bouddhistes, après la mort, il y a l'incinération. Et puis, les restes du corps de défunt, les os
sont gardées. Les os sont gardés dans une espèce qu'on appelle une urne funéraire. Et puis les urnes funéraires sont abritées dans l'espèce de stupa comme ça. En fonction de la taille et aussi l'emplacement de tous ces stupas, ça montre bien le statut social de la personne décédée. Les places pour les personnes décédées qui sont conservées ici au temple de Bouddha couché, ce sont les restes des nobles, voilà, la famille des nobles qui sont effectivement conservés ici. Il y en a presque 100 au total. On dirait 99 mausolées, voilà, qui se dispersent tout autour. OK. Après celui-ci, on va entrer un petit peu, jeter un coup d'œil sur la galerie. La galerie du temple. Voyons, il y a une très belle collection des statues de Bouddha en alignement qui sont même bien classées presque au même type par rapport à leur position et leur représentation. Ben, si vous remarquez bien en détail, les visages de toutes ces statues de Bouddha ne sont pas forcément pareils. Alors, il s'agit de la galerie interne et externe du temple. Dans la galerie interne, il possède environ 150 statues de Bouddha, tandis que celle externe, ça conserve 244 statues de Bouddha. Toutes ces statues de Bouddha sont en provenance de différentes cités anciennes à travers la Thaïlande, comme l'ancienne capitale d'Ayutthaya, Sukhothai, Lopburi, etc., etc., dans les vieilles villes. Pour but de la conservation, le roi Rama IV, il a fait venir tous ces statues de Bouddha. Et puis, il conserve dans les assez conservés dans les galeries ou à l'intérieur du temple de Bouddha couché. On dirait qu'il y a presque quasiment 1000 statues de Bouddha euh, anciennes qui sont conservées ici. Voilà, tout ce qui concerne la galerie. Après la galerie, on va passer à la dernière, presque à la dernière partie de ce temple, le sanctuaire principal. Ouais. Le sanctuaire principal. Alors, ça, c'est quand même bien joué. Des fois, on peut déjà lancer un défi après la documentation aux visiteurs. On dirait que comme il y a énormément de bâtiments qui se dispersent dans l'enceinte d'un temple, c'est très difficile pour nous de repérer lequel est le principal. Il y a quand même des indications là-dessus. Alors, il y a une connaissance à faire. Si on remarque bien, on dirait souvent pour trouver le sanctuaire principal, il faudrait qu'on observe tout autour de tel et tel sanctuaire s'il y a des bornes, ce qu'on appelle des bornes, ou en thaïlandais c'est Bai Sema. Voilà. On appelle ça en français les bornes de la délimitation. Euh, ces bornes se servent, voilà, suivez bien la flèche, se servent de la délimitation de la zone spirituelle bouddhiste, la zone du Bouddha et la zone des moines ou la zone mondaine à l'extérieur. Ouais, c'est considéré comme le cœur du temple. À l'intérieur de ce sanctuaire, nous allons trouver une statue de Bouddha principal.
On va... Ah, avant de passer, en ce qui concerne des bornes de la délimitation, sur les 8 points cardinaux du temple, vous allez trouver au bord une borne, au moins une borne sur chaque côté. Mais si vous trouvez les doubles bornes, c'est une autre signification que ce temple, il est royal. Comme ces deux, voilà, ces deux-ci. Euh, voilà, le Bouddha principal, c'est quand même... hop, qu'est-ce que j'essaie avec l'image? J'arrive pas à tout afficher pour l'instant. Ok, la statue de Bouddha principale. C'est pas celle qui est la plus connue par rapport à la statue de Bouddha couché, mais celle-ci est la plus importante du fait qu'elle est conservée dans le sanctuaire principal. Au départ, sa statue n'a pas été renfermée dans le sanctuaire principal de Wat Po, mais au temple Wat Ku Ha Sawan, mais toujours dans Bangkok. Mais après la fondation de la nouvelle capitale, le roi Rama Ier, il a, il a transféré la statue de Bouddha de son vieux siège, voilà, de Wat Ku Ha Sawan, vers celui-ci. Et puis, il a redonné le nom de cette statue de Bouddha en Prabhuta Thewa Patima Korn, littéralement traduit par la statue de Bouddha qui est raffinée par des singes. Voilà. Comme, elle est très belle. Elle est belle. Voilà, comme si elle était élaborée par les anges. Ouais. OK. Dans le sanctuaire principal, parlons de fonction de cette salle. Alors, cette salle sert aux cérémonies importantes, comme la cérémonie de l'ordination. Il y a une autre appellation aussi du sanctuaire principal. On peut dire la salle d'ordination, voilà, parce que là, c'est ce lieu qui sert de l'ordination de nouveaux moines, voilà, dans la religion bouddhiste, ou qui vont être acceptés pour maintenir leur vie monastique au sein de tel et tel temple. Et voilà, c'est ici. C'est la salle aussi de rassemblement des moines pour la prière quotidienne. Voilà, il y a la prière matinale et la prière du soir, voilà, qu'on peut trouver, observer cette scène aussi si on a l'occasion de venir ici le soir. Mais normalement, le temple, il est fermé à 6 heures, mais pour ceux, les locaux, ils peuvent déjà assister à telle cérémonie, mais il faudrait qu'on sache bien se tenir correctement, parce qu'il ne faut pas embêter des gens ou les pieux ou des religieux, voilà, durant la cérémonie. Voilà, c'est ça tout ce qui concerne le temple de Bouddha couché en sortant de l'extérieur, en sortant à l'extérieur. Une autre chose à remarquer. Wat Po. Voilà, tout ça, c'est l'album de la collection des petits monticules qui, qui contiennent les différents statuts des personnages, ce qu'on appelle ça les sacettes ou des ermites.
Tous ces ermites, pourquoi dans l'enceinte de ce temple, cela rapporte bien à la médecine traditionnelle. Dans la tradition de la médecine, ça a bien consulté la tradition ancienne indienne en provenance de l'Inde, ce qu'on appelle ayurvédique. Ayurvédique, c'est la médecine traditionnelle en provenance de chez les Indiens. Voilà. Comme ça, il y a des personnages. Cette science, cette science est beaucoup pratiquée parmi les yogis, voilà, ou les ascètes, ermites. Voilà. C'est pour ça les ermites, ils sont considérés comme les pères de la médecine ou le professeur, le maître de la médecine traditionnelle. Avant d'entamer une séance de massage, s'il s'agit de massage curatif, souvent les thérapistes, ils rendent hommage à leur maître spirituel, comme tous ces ermites, pardon. Voilà, ce qu'ils font là, il y a plusieurs positions, hein, ce qu'on appelle l'automassage, l'art de la contorsion, la, les ermites contorsionnés. Contorsionner, c'est le verbe qu'on utilise pour le corps. Si on fait des étirements, on fait une espèce de position pour le massage, mais c'est une espèce de l'automassage. Voilà, c'est une autre chose intéressante ici. Et voilà, tout ce qui concerne le temple du Bouddha couché, rapidement. Donc, du coup, là, ben, on peut déjà demander aux clients, après 2 visites, les 2 grands monuments importants, on peut déjà s'organiser avec le groupe pour le déjeuner. Et puis, il faudrait que le programme soit bien réparti pour la visite de l'après-midi. Et on peut expliquer aux clients que, OK, pour la partie de la matinée, c'est bien terminé. Justement, ici, au temple de Bouddha couché, après le repas, nous allons traverser le fleuve vers le côté de Thonburi. On dirait, bon, un peu comme, on dirait un peu comme une mission. Nous allons changer la capitale, voilà, vite fait, vers la troisième capitale, ou l'ancienne capitale, ou la capitale antérieure de Bangkok. Ouais, voilà. Aux alentours, aux alentours du temple de Bouddha couché, ce qu'on peut trouver en sortant du temple, il y a pas mal de choses à voir. Et je crois que je vais faire un petit peu le street view. Comme ça. Voilà, en sortant de Valpo, il y a pas mal de restaurants, on peut déjà trouver aux clients. Voilà. Des fois, les agences de voyage prévoient un forfait en réservant déjà les restaurants pour les groupes, mais souvent avec le circuit personnalisé, le programme personnalisé, les clients, ils seront contents plutôt de se faire régaler de la spécialité locale ou les étalages dans la rue, ou bah, ils préfèrent manger locaux, quoi. Donc, on peut, selon les formules de chaque agence de voyage, vous pourriez effectivement décider ou trouver. Mais selon mes expériences, souvent quand on accompagne les groupes de famille en petits groupes, on peut déjà s'organiser ou choisir une bonne adresse qui permet à nos visiteurs de se régaler de la saveur locale. Voilà. Et en longeant ce côté-là, il y a pas mal de petits cégeps, des petites ruelles. Voilà. La plupart des cégeps ici, en sortant du temple, comme ce temple, il est quand même connu pour la formation et des cours de massage. Ouais. Il y a pas mal de magasins, ce qu'on appelle les pharmacopées. Les pharmacopées chinoises ou les herboristeries qui vendent des produits herbeux, voilà, comme
le bombe de tigre, les bâtons, massage, voilà, etc., etc., et des infusions herbeuses. Voyons. Alors, hop, ok, supposons que nous avons déjà bien fini nos repas de midi. Alors, on va continuer vers l'embarcadère. Ah, on ne peut pas rentrer ici. Juste, il y a un embarcadère juste à côté. Il y a le service de la navette qui dessert la traversée entre les deux côtés, Thonburi et Bangkok. Il y a de l'embarcadère Tien, Tha Tien, ou Tha Tien en thaïlandais. Avec la navette, nous allons traverser vers l'autre côté. Bon, après avoir bien traversé la route, ici, nous voilà, nous nous trouvons devant le temple de l'aube du bateau de navette à la traversée. Vous pourriez montrer vos groupes. Voilà, il y a pas mal de belles facettes pour la prise des photos. Voilà, cette tour, ça reste quand même symbolique de l'histoire de l'ancienne capitale de Thaïlande. On appelle ça Thonburi. Cette capitale a possédé juste une histoire provisoire à l'intervalle, parce que ça a duré que 15 ans, juste avant la fondation de Bangkok actuelle. Il y a souvent la transition du pouvoir qui se sont suivis au fil du temps, à partir de la première dynastie de Sukhothai, alors après suivi par 5 dynasties Ayutthaya, et même pas une dynastie, parce que là, Thonburi, il a été régné par un seul roi qui s'appelle Taksin. En fait, c'est un maréchal, c'est le chef de l'armée qui s'est baptisé au roi et a fondé la capitale à Thonburi. Après la chute d'Ayutthaya, on en parlera plus tard de la chute d'Ayutthaya, le déclin, après les grandes guerres. Voilà. Suite à plusieurs époques, les menaces importantes de l'histoire de la Thaïlande, ou même ailleurs, c'est la rivalité et aussi l'invasion, voilà, des pays voisins qui se montrent le pouvoir. Ça se déroule comme ça. On a partagé quand même l'histoire comme dans tout ce pays, dans la région. Donc du coup là, après le renouvellement de l'histoire du royaume de Siam, après la chute d'Ayutthaya, où la capitale a été saccagée, brûlée, le roi, le maréchal Taksin, il a quand même pu engager plus de missions guerrières. Il a pu repousser l'armée birmane à l'extérieur du territoire, certains. Hein, et finalement, pour marquer sa nouvelle victoire sur l'armée birmane, il a débarqué ici, dans l'enceinte de ce temple. À cette époque, il n'existait pas encore la tour, voilà, de temple de l'aube. Alors, du coup, là, le roi Taksin, il a décidé de fonder la nouvelle capitale, ou recommencer la nouvelle capitale siamoise ici. Voilà. Juste, la tour, elle n'a pas seulement été construite sous le règne du roi Rama II et a été finalement achevée sous le roi Rama III. Voilà. Au départ, elle n'a pas pu atteindre sa taille la plus ambitieuse, voilà, jusqu'à aujourd'hui, parce que là, avec la technique de la construction, la terre ou le terrain de Bangkok est très Bangkok, c'est très marécageux. Il y a plein d'eau, comme vous voyez bien. C'est très proche de l'eau, du fleuve. Il y a pas mal d'érosion. Alors, pour bien pouvoir ériger
tel monument, ça prend quand même beaucoup de temps. Voilà. C'est pour ça ça n'a pas été achevé seulement sous le règne de roi Rama II, mais Rama III. Voilà. La taille actuelle de la tour Wat Arun, ou le temple de l'aube, c'est 67 mètres de haut. Voilà. Le nom du temple provient aussi de l'événement bah, de la déclaration de la victoire contre l'armée birmane du roi Taksin. Et ça a bien rapporté le moment et il a déclaré sa victoire. Voilà, c'était tôt le matin. C'est pour ça ce temple, c'est temple de l'aube, l'aube de renouvellement. Ça sert de repère, point de repère de, de l'ancienne capitale de Thonburi. Voilà. Ok. Je pense que je... Ouais, permettez-moi d'avoir une petite pause parce que là, j'ai parlé durant 2 heures. Mais c'est comme ça. On peut déjà faire une petite pause de désatération. Avant de continuer, c'est très instructif depuis le matin parce que comme c'est le premier jour, nous, nous commençons justement à découvrir. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses à raconter. Il y a toujours de nouvelles choses. Voilà. Et c'est très important aussi durant la visite de faire des pauses parce que là, les visiteurs, ils sont en provenance de l'Europe et ils ne s'habituent pas encore au climat de Thaïlande, qui fait relativement très très chaud et puis ils ne peuvent pas trop supporter. Alors, il ne faut pas oublier, pardon, il faut pas oublier euh, de faire des pauses pour boire de l'eau ou pour manger, voilà, ou pour les toilettes. Il faut conseiller également aux clients de boire beaucoup durant la visite parce que là, on va beaucoup transpirer. Ils ne s'habituent pas vraiment à telle chaleur. La chaleur en France et la chaleur en Thaïlande ne sont pas représentées sous la même forme. En France, la chaleur est plus sèche, tandis que celle en Thaïlande est plus humide. Voilà. On, Ça fait moite, quoi. On dirait que comme si on ne s'habitue pas, on est rapidement épuisé parce que là, on transpire beaucoup. Voilà. OK. La tour de Wat Arun, elle a été entreprise au long de plusieurs règnes de rois de la dynastie actuelle. Euh, les travaux sérieux ont été entamés sous le règne du roi Rama II et ça a été achevé sous le règne du roi Rama III et finalement restauré par le roi Rama IV. Donc, ça a duré quand même 3 règnes au total. Euh, avec le record de la base jusqu'en haut, jusqu'à la haut voilà, de la tour, ça fait 81, presque 82 mètres voilà, de bout de la base. Ouais. Et cela représente l'architecture de type, voilà, le, la plus haute ouais, de Thaïlande et du monde. Le style de ce monument, ça a été conçu à partir de plusieurs combinaisons entre l'art des différentes époques. C'est une influence
hindou en provenance de Khmer. Voilà, on pense au sommet du temple d'Angkor Wat, mais la taille de cette tour a été rapetisée. Voilà, et puis plus fin, on voit bien que la forme est bien plus fin. Si on aura l'occasion, un autre jour, vers Ayutthaya, vous allez trouver les vieilles tours de l'époque d'Ayutthaya. Elles sont relativement plus costauds que celles-ci. Voilà. Une notion de la construction de cette tour, cela rapporte bien à une notion sur la croyance de la cosmologie hindoue et bouddhiste. Cela représente le centre de l'univers qui est mentionné sur le mont Meru. Le mont Meru, c'est la demeure de Dieu, l'un des dieux suprêmes de l'hindouisme, qui s'appelle Indra. À chaque fois, quand on parle des dieux, dans le bouddhisme, nous n'avons pas vraiment de dieux, mais le nom des dieux qui existent, voilà, qui coexistent à cette notion, ce sont des noms des dieux hindous ou les dieux du brahmanisme ou l'hindouisme. Voilà, on dirait plutôt comme ça. Et celui-ci, il y a une fusion religieuse. En tant que protecteur de la religion bouddhiste, il y a pas mal à la présence des dieux hindous. Pour celle-ci, dans le monument, si on s'approche du monument, vous allez trouver les 4 niches. Voilà, les 4 niches ici. Voilà, qui est juste au milieu de l'épi. On appelle ça l'épi de maïs également. Techniquement, chez les historiens d'art, la forme de Chedi, on appelle ça épi de maïs parce que ça ressemble à l'épi de maïs. Juste au centre de l'épi de maïs, vous trouvez la représentation de Dieu Indra. Voilà. On peut repérer ou reconnaître Indra à partir de sa monture. Chaque dieu hindou possède sa monture. Voilà, soit éléphant à 3 têtes, Garuda, taureau, et quoi d'autre? Ouais. Il y a Garuda pour Vishnu, le dieu protecteur, taureau pour Shiva, et le cygne pour Brahma. Brahma, c'est le dieu créateur. On parle de la trinité hindoue qui se compose de dieu créateur, Brahma, protecteur, Vishnu ou Narai, et destructeur, Shiva. Voilà. À part de ça, nous avons plusieurs dieux, multitude de dieux. À part de ça, nous avons aussi le dieu Indra, qui réside dans le centre de l'univers. Voilà, c'est ici qui représente. Dans la notion bouddhiste, on appelle ça la cosmologie bouddhiste. Cela correspond bien à l'histoire de 3 mondes. Il y a les différents étages, niveaux de ce sanctuaire qui représente, chez les bouddhistes, on appelle ça le mont du désir. C'est le mont où demeurons. Et le mont de la forme, c'est le mont un peu plus ascétique, c'est le mont des moines. Il s'abstient du matériel mondain, mais il possède encore la forme humaine. Et après, le monde sans forme, c'est le monde de Nirvana ou le monde de l'extinction complète. Voilà, le Nirvana, ça pourrait être interprété par le mot extinction, l'extinction complète. Et voilà, chez les hindous, 3 monts, ça correspond l'enfer, le monde humain et le paradis. Voilà. Ce sont des croyances qui coexistent. Au niveau de la philosophie, on se sert de la doctrine du Bouddha, tandis que les cérémonies, la superstition et les pouvoirs surnaturels, on compte sur les dieux hindous ou d'autres religions, ou même les esprits ancestraux. Ok. Voyons plus proche de cette tour. Avant d'embarquer dans le bateau. La navette. Hop.
Et je ne vais pas essayer de laisser le temps manquer, mais je quand même pour vous laisser reposer. Vous voyez le contraste entre la scène de l'urbanisation derrière, au plan, au derrière-plan, comme ça. Premier plan, c'est ici la tour. On voit bien que Bangkok possède pas mal de contrastes, voilà, de la vie d'antan et la vie moderne. Approchons-nous vers l'architecture. Ici, ce qui est intéressant, dans l'architecture même, vous allez pas mal découvrir les petits fragments, les petits morceaux, ce qu'on appelle des porcelaines, des morceaux de la faïence. Citons de l'origine de toutes ces faïences, en fait, la Thaïlande, juste avant l'époque de la modernisation occidentale qui a été marquée sous le règne de Rama IV, 5, 6, même aujourd'hui. La Thaïlande a pas mal noué des liens diplomatiques et des liens commerciaux avec la Chine. Et les produits à l'import et à l'export à l'époque, on peut pas passer à celui-ci ou ceci. Voilà, ce sont des porcelaines chinoises qui étaient très très connues à l'époque. La porcelaine chinoise est tellement appréciée par les nobles ou les habitants thaïs. Et ça a été quand même développé, voilà, au style, voilà, thaïlandais propre, ouais, comme ça. Alors, tous ces fragments de porcelaine chinoise ont été cassés ou abîmés durant le transport en provenance de la Chine. Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, des lestes, des statues chinois qui servaient euh, comment dire, d'équilibrer le bateau. euh, des produits, il y a pas mal de produits, bah, surtout des porcelaines qui, durant le tankage, ouais, durant le tankage, parce que là, bah, on n'a pas navigué dans l'eau qui est très, très stable, dans la mer. Vous savez que ça bouge énormément. Et là, tous ces porcelaines ont été abîmés durant le transport. Pour pour celles qui ont été trop abîmées, alors pour ne pas les jeter sans rien faire, on a une initiative de les recycler. Voilà. Alors, en les taillant en motifs ou quelques formes de décoration pour fixer sur les monuments. À cette époque-ci, bah, souvent, sous le règne du roi Rama II et III, ces motifs ont été beaucoup utilisés. On appelle ça la plupart des monuments sous le règne du roi Rama II et III qui ont été construits là durant la période, ont été marqués ou dotés du style motifs floraux. Voilà, les motifs floraux. Et voilà, je crois que c'est tout pour Wat Arun un peu. Globalement, il y a pas mal de choses à expliquer. Hein. Si là qu'on croise quelque chose, il y a pas mal d'explications là-dessus qui pourront être questions pour les visiteurs. Mais maintenant, euh, c'est l'heure de l'embarquement du bateau. Il faut bien regarder le temps, voilà, l'horaire pour ne pas trop, comment dire, consommer trop de temps. Durant chaque visite, on sait bien qu'on a pas mal de choses à raconter, mais pensons également que nous avons encore plus de jours avec nos clients. Effectivement, on pourrait éventuellement leur expliquer au fur et à mesure. Ok, on voit. Pour terminer notre visite aujourd'hui, nous allons terminer par la balade en bateau. Et voilà. Après l'embarquement de Bad Haroun, on vient rentrer le canal. Là, voilà, on passe par le Palais Royal. On a visité ce matin le Chao Phraya, autrement appelé le fleuve des rois.
Et là, nous entrons dans une ligne de canal. Et là, on est obligé de s'arrêter parce que là, au niveau de marécage, la marée haute et la marée basse, ce qu'on appelle la marée, le fleuve Chao Phraya se jette, comme je vous ai expliqué ce matin, il se jette dans le golfe de Xi'an. C'est vrai que quotidiennement, il y a la marée. Et durant la marée haute, il faudrait que les communautés derrière le fleuve doivent être bien protégées de la marée haute, que ça ne déborde pas à leur habitation. Pour ça, à chaque fois, pour accéder dans la communauté, il faudrait qu'on attende à l'ouverture des sécluses. Le système appelle des sécluses. Sécluses pour l'entrée et la sortie. Et voilà beaucoup d'habitations sur pilotis. Beaucoup de belles demeures. Hein. La raison pour laquelle on fait construire des maisons sur pilotis, comme vous le savez, comme il y a la marée, cela pourrait prévoir aussi la situation de débordement de l'eau, les inondations. Pas mal, hein? On arrive à une communauté, une vieille communauté chinoise qui a acheté de l'ancien temple. Ce côté-là, c'est pour ça le canal s'appelle canal le temple, ça dépend. Peut-être vous aurez été avec 2 heures, 1 heure, 2 heures, 2 heures de canal, et une heure. What? Je dirais c'est c'est du bon. Seulement la partie la partie cérémonielle, j'ai les temples. Je peux trouver aussi comment les gens vivent. Et voilà, hop, ça y est, en 40 minutes, le tour en bateau, on est arrivé jusqu'à la fin de notre voyage. On peut s'arrêter au marché aux fleurs. Je termine, s'il nous reste encore un peu de temps, juste après la balade en bateau, on peut déjà les amener au marché aux fleurs. Au marché des fleurs. Ça, c'est intéressant aussi. Voyons la quantité des fleurs qui sont en vente dans le marché. Cela rapporte bien depuis ce matin jusqu'à l'après-midi dans plusieurs lieux saints où les temples, le pèlerinage, on se sert de toutes ces fleurs. Ouais. C'est pour ça cela rapporte bien la grande quantité des fleurs qui sont utilisées quotidiennement par des Thaïlandais. Les fleurs sont pas mal liées non seulement à la cérémonie bouddhiste, et ça s'est lié également à la vie quotidienne depuis la naissance jusqu'à la mort. Plusieurs occasions doivent déjà composer des fleurs ou comprendre des fleurs en tant qu'élément cérémonial. Voilà, cela fait partie de la vie quotidienne. Mais si vous vous intéressez, on pourrait déjà acheter quelques fleurs ici, comme on est au centre de commerce des fleurs. C'est pratique également d'en trouver pas cher. Voilà, il faut en profiter cette occasion. Il y a des choses à voir. Je crois que, je ne sais pas si passer dans les étalages, il y a même
des guirlandes, de fleurs, des colliers à fleurs qui sont composés des fleurs de jasmin qui sont très très parfumées. Voilà, on peut déjà en acheter pour garder, mais ça ne se garde pas longtemps, hein, du coup, là, toutes ces fleurs, quand elles sont fraîches, voilà. Donc, si vous voulez bien, on peut trouver également des infusions herbeuses, voilà, à part, en dehors des herboristeries qu'on a trouvées à proximité du temple de Bouddha couché. Et voilà, hop, ça y est, tout ce qui concerne notre visite. Aujourd'hui, je pense que aujourd'hui, on va justement visiter l'essentiel, voilà, ou les parcours classiques qui montrent la première image de Thaïlande et de Bangkok. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi, voilà, comme parcours et vous avez des idées pour votre éventuelle préparation pour la présentation des sites que nous emmenez. Vous allez alors, cela correspond bien au travail que je vais vous confier. Du coup, vous allez diviser en 4 groupes au total. Dans chaque groupe, vous serez conseillé comment dire, de présentation ou de circuits. Je vais vous distribuer la liste des circuits. Vous allez bien préparer. Chaque semaine, on va présenter de circuits. Voilà. Chaque circuit vaut 25 points. D'accord? Ça veut dire que si vous avez deux circuits, vous n'allez pas les présenter tout en même temps. Par exemple, la première semaine de votre présentation, vous allez présenter votre programme de circuit, un groupe de 3. Le premier groupe, puis deuxième groupe. Après la deuxième semaine, ça serait suivi par le troisième et quatrième groupe. Ça, c'est la première présentation circuit, 25 points que vous allez obtenir de la première présentation sur votre travail de documentation et la préparation et avec les supports différents. On va faire une visite virtuelle. Ensuite, OK, la troisième semaine, le premier groupe, deuxième groupe, vous allez recommencer votre visite à notre circuit que je vous ai confié également. Vous allez présenter votre deuxième circuit. D'accord? Il n'y a plus ce parcours. Pour les 3 premières semaines, là, je vais d'abord vous présenter. Je vais vous montrer d'abord l'aperçu ou le déroulement général que vous pourriez trouver effectivement durant votre visite. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous, selon mes expériences antérieures dans cette profession, voilà, ça serait plaisir si vous voulez qu'on s'en discute. Voilà. OK, c'est tout pour cette semaine. On se reverra pour la prochaine visite. Je pense que la prochaine fois, je vais vous emmener à Kanchanaburi. Et si on aura suffisamment de temps, nous allons nous enchaîner à Ayutthaya. Et puis, la dernière semaine, nous allons visiter le nord, comme Sukhothai et Chiang Mai. Comme c'est le parcours très, très classique à ne pas manquer pour la première fois de la visite des visiteurs francophones. Voilà. Si vous avez une des questions ou pas. Sinon, OK, à la semaine prochaine, on se donnera sans faute le rendez-vous pour la visite de Kanchanaburi, la rivière Kwe et Ayutthaya. Bon, voilà. Au revoir à tous. Merci de votre attention.